Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler un peu du délire de ce qui se passe avec les smartphones, de la fuite en avant, où ça devient toujours plus puissant, tout en étant moins utile. Donc, aujourd'hui, les plus gros fabricants de smartphones au monde sont chinois, en tout cas en termes de pénétration de la plupart des marchés. Même si Samsung et ce connard d'Apple monopolise pas mal le marché en Occident, en Afrique, en Amérique latine, en Russie, en Inde c'est un peu différent. Tu as vraiment Huawei ou Xiaomi qui sont en train de tout manger sur leur passage. Et pour faire vendre, puisque l'industrie chinoise se base sur l'immédiateté, c'est-à-dire que c'est pas des trucs durables, c'est pas exprès, c'est pas par un manque de savoir-faire, c'est juste que c'est dans leur modèle commercial de proposer un smartphone tous les 6 mois parce que ils ont un cycle de production absolument fiévreux. Et donc ils ont d'abord boosté tous les composants possibles du smartphone. On avait eu la course du CPU comme on avait eu sur les PC. Aujourd'hui, tu as de l'octa-cœur avec Qualcomm et même Mediatek. Tu as 8 Go de RAM. Je veux dire, même mon PC n'a pas 8 Go de RAM. Les derniers smartphones, on parle ici de haut de gamme, c'est-à-dire à partir de 500 euros jusqu'à 1000 euros pour Huawei. Donc tu as 8 Go. Voilà, le stockage passe à 128. Après, il propose des options, soit 6 Go de RAM et 128 de stockage, ou 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Tu as les GPU qui sont de plus en plus puissants, même si on sent que il manque la maîtrise sur les GPU, parce qu'ils n'ont pas vraiment comment je dirais ça, de savoir-faire, de technologie propre à faire de bons GPU qui soient à la fois puissants et qui restent froids. Parce que oui, un GPU ça va surchauffer énormément et ça peut endommager ou même faire exploser un smartphone. Donc tu as cette dérive, ils ont boosté, la batterie est de plus en plus boostée, même si là aussi, ils se basent sur des limites de taille et de capacité de charge, puisque tu peux pas à la fois proposer un smartphone d'une épaisseur de 2 mm et lui prétendre à une autonomie de plusieurs jours en mode veille ou de plusieurs heures en mode appel, en mode vidéo. Donc voilà, ils sont toujours limités par des espèces de paradoxes internes. Et une fois qu'ils ont boosté tout ce qu'ils ont pu booster, même si ils boostent encore, mais si autrefois ils faisaient des kilomètres de performance, aujourd'hui c'est quasiment centimètres. Donc c'est des petites performances. Et donc cette dernière année, surtout, oui, l'année 2019, tu as l'investissement tout azimut sur la photographie. La photographie a toujours fait partie du smartphone et elle a structuré une partie de la société dans laquelle on est, qui est une société de l'image. Notamment Instagram a énormément popularisé la demande technologique et de performance pour la photographie sur les smartphones, pour des brels, hein. C'est pas pour les expérimenter. Et donc, en 2018, que ce soit Qualcomm ou Mediatek, ont créé un processeur ou ont créé une famille de processeurs qui intègre de l'intelligence artificielle dans les puces, même si c'est un grand mot, parce que c'est plus des algorithmes de réglage prédéfinis pour la photographie. Donc c'est directement intégré physiquement dans la puce, ça permet d'avoir un traitement photographique beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. À la base, c'est surtout pour la reconnaissance faciale qu'ils ont fait ça, mais ça permet aux constructeurs de proposer une vraie batterie d'appareils photo impliqués dans un seul smartphone. Et bien sûr, Apple a lancé la mode avec son iPhone, je sais plus combien, avec plusieurs caméras, et là, les Chinois ont suivi immédiatement derrière, en triplant ou quadruplant la mise. Donc, je vous donne un exemple tout con, c'est que c'est le Xiaomi Mi Note 10
le Xiaomi Mi Note 10, qui est sans doute l'un des derniers qui est sorti. Il est sorti à la rentrée 2019, septembre-octobre 2019. Il possède, je pense, 4 APN, 4 APN, dont le principal capteur, le principal appareil photo, il est de 108 mégapixels. Il propose une capacité de 108 mégapixels. Ce qui fait que en fait, avec ce capteur de 108 mégapixels, vous pouvez prendre des photos avec une résolution de 12 000 fois 9 000 pixels. Voilà. Après, si vous enregistrez ça dans Bitmap et que vous téléchargez, bonne chance, quoi. Mais ça vous donne une idée, quoi. Donc, c'est monstrueux, en fait. Tu as également des APN pour le zoom. Il investit énormément sur ça. Tu as le truc de l'ultra grand angle pour avoir ça c'est surtout pour tout ce qui est selfie, mais les panoramas. Et enfin, le quatrième appareil APN, donc le grand angle, le capteur principal, le panoramique, et enfin la macro, c'est-à-dire que avec un smartphone, tu peux même faire de la macro-photographie. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente, même si c'est pas de la vraie macro-photographie. Mais ça marche. Je veux dire, quand tu achètes des lentilles, vous savez, on peut acheter des espèces de kits de lentilles à 10-20 balles, même moins que ça. Tu mets ça avec un clip sur un smartphone à la con. Moi, je le fais. Moi, je le fais dans un vieux smartphone Wiko, ça marche plus ou moins bien. Mais tu as plus ou moins de bonnes photos. Donc là, c'est un APN dédié pour la macro. Donc 108 mégapixels, qui a besoin de ça? Et comme ils sont obligés toujours de vendre, d'augmenter la cadence, de monter les prix, de toujours, voilà, battre des records, et voilà. Et donc le prix de ce Xiaomi, c'est de 500 à 600 dollars, ce qui est moins cher, comparé par exemple à un modèle de Huawei, le P30 Pro qui atteint les 1000 euros, 1100 euros. Et le Huawei P30 Pro, donc ça c'est du très haut de gamme, personne n'achète ce genre de smartphone, en tout cas des personnes normales. Là aussi, lui aussi, c'est un surdoué de la photographie. Des capteurs par-ci, capteurs par-là. Donc tu as vraiment une course vraiment délirante vers la photographie. Maintenant, est-ce que ça fait de toi un photographe? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que tu pourras jamais en faire un métier. Tu peux pas devenir un photographe professionnel avec un smartphone, même à 500 balles. C'est pas possible, en fait. Parce que si tu te pointes, par exemple, si une agence immobilière t'engage pour faire des photos des maisons qu'elle loue ou qu'elle vend, on a aussi les photos de mariage, etc. Et si tu pointes avec un smartphone, ils vont te dire d'aller te faire foutre en disant, mais les smartphones, même nous, on possède. Nous, on veut un vrai professionnel. En sachant que si tu te mets à investir dans du matos de photo, tu as le boîtier, l'objectif, le boîtier, allez, pour un bon boîtier, c'est 1000 balles, 700 à 1000 balles, on va dire. À la limite, en occasion, tu peux avoir moins cher, mais il faut quand même mettre je parle d'un vrai boîtier de pro, c'est 1000 balles. Ensuite, imagine tu prends un objectif macro, même de 60 mm, 60 ou 30, ou si tu es fou, tu prends le truc de 100 mm. Là, c'est encore 1000 balles, 500 à 1000 balles. Ensuite, tu as tout ce qui est téléobjectif, tu as les trépieds, tu as tous les accessoires, les batteries. Pour devenir aujourd'hui un vrai photographe professionnel avec une panoplie d'objectifs, une panoplie de compétences, c'est minimum 2000, 3000 balles, 3000 euros. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et surtout, dans ces smartphones, genre les Xiaomi et les Huawei, en tout cas c'est ceux que j'ai testé. En termes d'article, je les possède pas, je les testé. Ils balancent de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. C'est-à-dire que désolé. Tu as vraiment le capteur de 108 mégapixels par exemple, t'as quasiment rien à faire. Tu mets le smartphone devant la scène
et tout, le truc te calcule le bon angle, la bonne colorimétrie, la bonne exposition. Tout ça, c'est fait automatiquement. C'est la même chose pour le selfie, pour le Xiaomi, c'est quasiment du 32 mégapixels. 32 mégapixels pour se prendre la tronche en photo. Bon, on est comme une société de narcissiques névrosés, donc peut-être c'est ce qu'il faut. Mais là aussi, tu as retracage du visage, correction automatique des yeux rouges, etc. Tout est IA ici, même si encore une fois, c'est pas des vrais IA, c'est plutôt des espèces de mécanismes intégrés dans des circuits et des mécanismes logiciels qui corrigent un peu la photo sur un grand ensemble. Mais un vrai photographe, il va bien étudier la scène, il va faire une pause très longue, voilà. C'était parfois pour une photo bien réussie, c'est des heures de boulot. Et le salaire, en tout cas le tarif d'un photographe est assez cher, puisque justement, il y a l'investissement qu'il met au départ, les 3000 euros, mais en plus de ça, il y a toute l'expertise, pour lui, tout est manuel. Un vrai photographe ne fait rien en automatique. Tu as vraiment, voilà, l'exposition, la lumière, il doit aussi, oui, évidemment, acheter tout ce qui est lumière, s'il fait du studio, etc. Donc, si la photo est resplendissante et sublime, c'est parce que c'est le photographe qui en est entièrement responsable. C'est pas une IA de merde. Donc, c'est un vrai souci. Et la deuxième partie dont je voulais parler, qui va être un peu courte, c'est que beaucoup de photographes aujourd'hui vendent leurs photos sur des sites, voilà, sur des sites qui parfois ils donnent gratuitement, ils demandent des dons. Comme sur Pixabay, tu as beaucoup de photos de photographes, où tu as Getty, cette espèce de grosse saloperie qui ruine les photographes, et ces derniers temps, récemment, Getty Images a baissé encore les tarifs des photographes en prétextant le fait, l'avènement des smartphones dédiés pour la photographie. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est intéressant de voir que la dérive photographique des smartphones provoque une ubérisation des photographes. Parce que il faudrait que je regarde les tarifs, mais ça a été quasiment baissé de moitié. C'est-à-dire par rapport à ce qu'ils gagnaient par photo sur Getty Images, ça a été divisé par moitié parce que Getty Images dit mais si on garde les prix d'antan, on ne pourra pas s'en sortir. Personne ne veut acheter maintenant des photos professionnelles parce que n'importe quel péteux ou pétasse peut acheter un téléphone en le demander à ses parents ou autre et puis prendre une belle photo puisque l'IA fait tout. Et donc, plus progressivement, et c'est dommage qu'on a une disparition progressive, oui, il y a beaucoup de progressive, du métier de photographe. Je veux dire, à une époque, il y avait les photomatons, mais bon, ça c'est, je vous recommande, petite parenthèse, un sketch d'un humoriste qui s'appelle Courtemanche, qui est un Québécois ou Canadien. Voilà. Bon, les Québécois ne vont pas vraiment apprécier qu'on les confonde avec des Canadiens, mais Courtemanche photomaton, il est génial. Il est génial. Donc tu as les photomatons, mais aussi à une époque tu avais des vrais studios de photographie. C'est-à-dire que si tu devais prendre une photo d'identité, tu allais, moi, j'ai fait ça pendant très longtemps quand j'étais gamin et même adolescent. Et ces studios-là, ils ont disparu. Ils ont tous fermé. Puisque aujourd'hui, tu prends un smartphone, même un truc à 100 balles, il y a un réglage pour une photo d'identité. Donc, c'est pour ça que la technologie, quand elle n'est pas légiférée, après, on peut pas interdire aux marques, comme Xiaomi, comme Huawei, comme Apple, comme Samsung, de dire, mais écoutez, ne mettez pas de bons appareils, de bons APN dans mon smartphone. Mais déjà, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une résolution photographique de 12 000 putains de mégapixels? Voilà, déjà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut aussi, après, ça peut poser des problèmes, mais peut-être que le marché professionnel devrait pouvoir accepter des gens qui utilisent des smartphones, etc., du moment qu'ils sont bien faits, c'est le résultat qui doit compter. Mais encore une fois, si on fait ça, en fait, ça va simplement encore ouvrir la concurrence des photographes professionnels. Moi, j'aime bien la photographie, mais je sais pas la faire. En tout cas, je ne maîtrise pas tous les codes. Voilà, mais j'adore la photographie, surtout la macro
Et c'est hallucinant. Quand j'ai testé les deux smartphones, c'est hallucinant les résultats qu'on peut avoir. Mais d'un autre côté, ça détruit définitivement le métier de photographe, qui est toujours souvent en cercle très fermé. Tu es photographe comme si quasiment de naissance, tu peux pas apprendre si tu poses une question un peu de débutant. Tu te fais éjecter comme un malpropre, etc. Dès que ce qu'on fait, mais c'est un métier à part entière, avec une communauté à part entière, et vous avez ces smartphones, et ça va augmenter, hein. Je veux dire que c'est la première année qu'ils ont commencé à investir sur les smartphones. Moi, j'ai vu, c'était une autre marque, oui, je cite beaucoup de marques, c'est Umidigi, qui est connu pour des prix abordables. Ils ont sorti un smartphone à 48 mégapixels pour moins de 200 balles. 48 mégapixels. Il y avait trois APN à l'arrière, le truc démentiel. C'est-à-dire que dans 2 ans, puisque les prix vont baisser, dans 2 ans, le truc de 100 mégapixels, de parler tout à l'heure, qui est à 500, 600 balles, tu pourras le payer pour 200 balles. Ce qui augmente l'accès à de la photographie de bonne qualité, pour tout le monde, pour tous les technos. Et même si on peut dire oui, mais c'est bien, on aura uniquement des belles images, pas tant que ça. Attention, c'est que oui, c'est pour ça que l'argument de Getty Images n'est pas correct, c'est que moi j'utilise énormément Pixabay qui fournit des images gratuitement utilisables commercialement. Même pas, tu peux t'enregistrer, mais c'est pas nécessaire. Moi, je vois très peu de photos bien travaillées. Je dis, quand je cherche vraiment une scène vraiment particulière, tu es obligé d'aller sur Getty Images ou de voler sur Google Images. Mais cela signifie que malgré l'abondance des smartphones photographiques, il n'est pas photographe qui veut, quoi. Voilà. Donc, et c'est intéressant que Getty Images, comme un gros porc parasite qu'il est, utilise le prétexte des smartphones photographiques pour dire oui, mais maintenant il faut baisser les prix. Mais leur marge, ça bouge pas. Hein. Ah non. Mais voilà. Donc toujours les mêmes parasites. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et c'est triste que le métier de la photographie, qui est quand même un métier noble, c'est à la fois un métier technique, c'est un métier artistique. Prendre une belle scène, ça peut marquer toute une époque. Voilà, que ce soit la jeune fille, je sais pas si vous la connaissez, la jeune fille qui court au Vietnam avec les vêtements qui brûlent, le photographe qui prend une photo d'un enfant complètement affamé, et à côté tu as un vautour. C'est des Pulitzer, c'est pas des péteux et des pétasses qui ont pu prendre ça avec le smartphone. Donc c'est tout un métier en fait, et c'est en train de disparaître. C'est en train vraiment de disparaître, et c'est triste. C'est triste, mais peut-être que c'est l'évolution technologique qui veut ça. Peut-être que c'est l'évolution sociétale qui veut ça en fait. Mais à chaque fois, je me rends compte que la technologie détruit le savoir, et détruit le métier en fait. À un moment donné, tu peux pas tout faire toi-même. Moi j'aime bien déléguer à des professionnels. Souvent, même si j'en ai la capacité, par exemple en cuisine, je peux faire un truc, mais je préfère aller dans un resto ou commander et avoir un truc bien fait par un professionnel qui a fait des études et qui a de l'expérience. Donc voilà, c'était juste pour... j'avais cette réflexion sur ces deux aspects, c'est-à-dire la course en avant photographique et l'ubérisation des photographes. Merci et à bientôt.